Le problème de la capacité, c'est finalement un problème qui est assez simple, mais qui présente une petite utilité. C'est que quand vous chargez une capacité, c'est pas quelque chose de linéaire. Alors on peut le comprendre très simplement, ça. Mais quand vous chargez une capacité, les premiers électrons, comme il n'y a pas encore d'électrons sur la capacité, sur la plaque de la capacité, c'est assez facile de les mettre. D'accord ? Et puis progressivement, vous avez de plus en plus d'électrons sur les plaques de votre condensateur. Et plus vous avez d'électrons, plus l'électron que vous voulez rajouter est repoussé par ces éléments-là. D'accord ? Et ça va de pire en pire. Vous allez charger de plus en plus votre capacité, donc il y a de plus en plus d'électrons, et c'est de plus en plus dur de rajouter l'électron d'après. D'accord ? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez vouloir charger votre capacité, supposons que vous le faites avec vous appliquez une tension constante, le courant que vous allez générer ne va pas toujours être le même. Parce que vous mettez une tension constante, au début vous avez plein de courant qui va arriver, et progressivement vous allez avoir moins de courant qui va arriver, parce que les électrons que vous allez générer ne vont pas pouvoir aller se mettre sur la capa, parce que la capa a déjà beaucoup d'électrons. Et vous voyez que ce phénomène-là, comme il est auto-généré, si vous voulez, comme il est auto-entretenu, parce que c'est les électrons que vous amenez qui empêchent ceux d'avant, ceux d'après de venir, ça ne va pas vous donner une forme linéaire. Parce que l'électron d'après, il dépend des électrons que vous avez amenés avant. Et ça vous donne typiquement une loi qui n'est pas linéaire. Donc c'est pour ça que vous avez le courant, quand vous mettez une tension, ça fait un truc qui est comme ça. Ça ne fait pas un truc qui est linéaire. D'accord ? Donc ça, vous comprenez tout de suite pourquoi vous avez un truc qui est non linéaire. C'est dû au fait que l'électron que vous amenez au temps t, il dépend de ce que vous avez déjà amené avant. Donc ça, c'est pour ça qu'une capace a toujours une forme comme ça. Alors, là, quand vous mettez une résistance et une capa en série, c'est l'exemple typique de tout ce que vous allez voir vous. Là, le temps caractéristique que vous sortez, donc c'est un exercice qui vous demande de faire ça. Bah, typiquement, c'est un temps qui va être RC. Alors, on vous demande de démontrer que RC, c'est un temps. Donc vous avez deux problèmes différents. Soit vous mettez une source de tension et vous regardez comment ça se charge ou ça se décharge. Donc à ce moment-là, c'est le courant qui va faire ça. D'accord, là je suis dans un cas où je mets une tension fixe où j'essaie d'amener des électrons. Ou j'ai l'autre problème, j'essaie de charger en force des électrons. Donc je les pousse dedans en force. Et à ce moment-là, c'est la tension qui va grimper. Et puis quand je commence à avoir déjà un condensateur qui est bien chargé, la tension elle monte très très vite à la fin et très peu au début. Donc j'ai le problème inverse, mais physiquement c'est la même chose. D'accord ? Donc si je suis en source de courant, c'est la tension qui va monter très vite à la fin. Et si je suis en source de tension, c'est le courant qui va à la fin diminuer très vite. Mais c'est le même problème. D'accord ? Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par le problème le plus complet. On va commencer par le F, qui essaie de dire de faire sans document. Donc justement, avec ce que je viens de vous dire, essayez de le faire intuitivement le F. Okay ? Pour voir si vous avez bien compris. Plus j'ai la crème. C'est pas le Covid, hein, je vous rassure. Donc l'exercice F, on vous propose le circuit suivant. Donc vous avez un générateur ET. Dans mon temps, on mettait une flèche dans le générateur. Maintenant, apparemment, on n'en met plus. Et puis vous avez ici U de R. Alors évidemment, j'ai mal dessiné. Alors le E de R, moi je vais pas le mettre comme ça parce que j'aime mieux le mettre comme ça, vous allez voir. Moi j'aime mieux les mettre l'une sur l'autre. Alors je sais pas pourquoi, je trouve que c'est plus sympa. Bon après, si vous préférez comme elles sont là, comme vous voulez. Moi je trouve que c'est plus sympa représenté comme ça. Et puis on va mettre... alors aussi le I, je vais le mettre là, vous allez voir pourquoi. Parce que vous savez, les conventions de signes, quand on dit qu'il faut que les flèches se croisent, je trouve qu'on les voit mieux si je mets le I en dessus plutôt que le I qui se barre en dessous. Vous remarquerez bien que quand je fais ça, je respecte que c'est toujours une déformation continue. Nulle part j'ai coupé un fil et nulle part j'ai croisé des éléments. Et donc là, on me donne une capa et une résistance. Et donc là, j'ai UR et j'ai UC. Ah oui, ça c'est pas vous qui m'écrivez.
Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça me paraît un peu plus clair comme ça, le schéma, déjà. Parce que j'aime mieux avoir la résistance en dessous de la kappa. Comme ça, GUR plus UC égale E de T. Ça me paraît évident. J'ai le courant qui est à l'inverse des flèches. Donc, pour moi, c'est... Bon, dans ce cas-là, c'était trivial. Hein, mais j'aime mieux l'avoir comme ça, le dessin. Bon, alors, question 1. Avant T égale 0, on a T égale 0. La valeur de I, UC et UT dans la situation. Bon, alors là, on vous demande une question qui paraît très compliquée. Enfin, il faut quand même avoir du bon sens. Si je vais dans mon atelier, je prends un tiroir, je tire, je prends une résistance. Je prends un deuxième tiroir, je prends une kappa. Je ferme tout ça, et comme j'ai ET égale 0, c'est comme si je fermais tout ça sur lui-même, d'accord? Je mets un coup de fer à souder, j'ai mon truc avec un fil, une résistance, une kappa, et le fil qui revient là. Si avec ça, vous arrivez à me faire passer du courant, il faut vite poser un brevet. Hein. D'accord? Je fais rien, il ne se passe rien. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous avez nécessairement... Alors vous pouvez le démontrer après, parce que E de T, machin truc, UCR, machin, bon ça vous pouvez le faire. Mais le bon sens vous indique immédiatement que I est égal à 0, que UR est égal à 0, et que UC est égal à 0. Si vous avez le générateur qui a tension nulle, forcément la tension nulle. Alors si c'est rien passé avant, hein, c'est-à-dire que si vous avez manipé avant, il se pourrait que ça ne soit pas une tension nulle. Mais si vous n'avez rien fait avant, partez de 0, vous sortez votre truc du tiroir, il n'y a aucune raison que vous ayez une tension qui apparaît comme ça par magie. Alors si avant vous avez fait des choses, mis des créneaux et machin, il se peut qu'il y ait une tension qui traîne et qu'il se passe quelque chose, ça je suis d'accord. Mais si vous partez de 0, vous faites rien, je ne vois pas comment il apparaîtrait une tension. D'accord. Donc c'est pour ça quand l'expression qui vous dit avant t égale 0, E de t égale 0. Donc ça, quand il dit ça, l'expression, ça veut dire qu'on n'a rien fait avant. C'est pour ça qu'ils disent avant t égale 0, on a E égale 0. Et puis maintenant, à t égale 0, paf, je mets le jus, j'ai E de t égale E. Donc maintenant, ici, j'ai E. Ah oui, ma flèche, je la fais grande. Alors pourquoi je la fais grande? Simplement pour que je vois bien que c'est égal à UR plus UC. J'aime bien la dessiner comme... Je peux la dessiner comme je veux, alors tant qu'à faire. Je la fais pour que ça soit bien. Puis on attend un temps très long. Alors, il y a des gens qui me demandent pourquoi c'est important d'attendre un temps très long. Ben, on va voir pourquoi. Alors, valeur de I, UC et UT dans cette situation. Alors, ce qu'on peut écrire, et ça mange pas de pain, c'est toujours vrai, c'est que I est égal à UR sur R. Ça, c'est toujours vrai. On peut aussi écrire que UR plus UC est égal à E. Ça mange pas de pain de l'écrire, c'est toujours vrai. Donc pour l'instant, ce qui est bien, c'est que des fois, on est sûr de pas écrire des conneries, parce que ça, c'est toujours vrai. Donc, on risque pas de se planter à écrire ça. Alors, là, pour l'instant, on a écrit des choses vraies. Il va falloir aller un petit peu plus loin dans notre analyse, quand même. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que c'est tout dégueulasse. On va aller un tout petit peu plus loin dans notre analyse, parce que quand on a un temps qui est très long, notre kappa, elle est chargée. Alors, c'est ce que j'expliquais à certains d'entre vous. Imaginez une kappa, quand elle est chargée, vous avez ici les deux armatures. Puis imaginez que vous ayez ici plein d'électrons moins, puis plein d'électrons plus. Vous arrivez naïvement avec votre petit électron moins, et vous voulez le mettre là. Et ça devient extrêmement difficile, parce qu'il y a déjà plein d'électrons moins qui sont là. Donc ça devient très 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 difficile de le mettre là. À tel point que quand vous attendez un temps très très long, c'est-à-dire si vous attendez un temps qui tient vers l'infini, ça devient impossible. Il y a déjà beaucoup trop d'électrons sur cette charge plaque moins, vous n'arriverez pas à en rajouter un de plus. Ce qui fait que pour T tendant vers l'infini, ce truc-là, c'est équivalent simplement à ça, c'est-à-dire un fil ouvert. D'accord? Donc quand vous attendez un temps très très long, quand ma kappa est complètement chargée, je ne peux plus faire passer d'électrons. D'accord?
Donc une capacité, quand elle est complètement chargée, c'est comme une résistance infinie. Donc c'est équivalent d'un fil ouvert. D'accord ? Donc ça, c'est une analyse simplement basée sur le bon sens. On n'a pas besoin de mathématiques pour ça. C'est très très pratique. Ce qui fait que pour t égale infini, eh bien mon circuit devient ça. Voilà. C'est ça mon circuit pour t tendant vers l'infini. Ok ? Voilà, ça c'est mon circuit pour t tendant vers l'infini. Alors pour le coup, je vais le redessiner différemment. Vous allez voir pourquoi, vous comprendrez mieux en le redessinant différemment ce coup-ci. Alors ce que je fais, c'est simplement la même chose, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez différemment. Donc je redéplace ma résistance ici. Bon, est-ce que tout le monde a compris le coup de ma capa là ? Ça c'est important parce que ça va vous sauver la vie dans plein de trucs. Quand vous ferez, je ne sais pas si vous avez fait les inductances, mais c'est pareil. Bon, alors là j'ai mon courant. Alors à votre avis, le courant il vaut quoi là-bas dedans ? Hein ? Ah ben forcément, I égale 0. UR il vaut quoi ? 0. Et donc UC il vaut quoi ? Hein ? E. Voilà, vous avez trouvé en 10 secondes la réponse. C'est pas dur, hein ? Quand on a compris qu'une capa qui est chargée, c'est équivalent à une résistance infinie, trouvez la solution en 10 secondes. Bon, en fait, on a fait la question 3 au passage, parce qu'il disait dessiner les charges sur le condensateur, c'est ce qu'on vient de faire ici. Donc, au passage, pour le même prix, on a fait la question 3. Je suppose qu'après, ils vont vous demander ce qui se passe pour t tendant vers 0. Non, même pas. Bon, on va le faire, juste pour la beauté du geste, on va le faire. Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe pour t tendant vers 0. Zéro plus, ça veut dire qu'on regarde ce qui se passe quand on est placé de l'autre côté du 0. Alors, à votre avis, pour une capa qui est vide, c'est équivalent à quoi ? Quand elle n'est pas chargée du tout, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile d'amener des électrons ? C'est facile ou difficile ? C'est facile. Donc une capa qui est vide, c'est équivalent à quoi ? À un fil. Donc pour t est égal à 0 plus, mon système il est égal à ça. Alors ici je mets UC, hein, parce qu'il faut bien mettre quelque part UC. Donc vous avez UR qui vaut quoi ? Et j'ai E. UR vaut quoi ? E. UC vaut quoi ? UC vaut quoi ? 0. Et I vaut quoi ? Bah, c'est pas dur, hein, vous avez UR et vous avez UR, vous avez R et vous avez UR, donc c'est pas bien dur de trouver. Voilà, UR sur R, qui est égal à E sur R. Bon, ben voilà, vous avez tout compris. Donc ça, ce qu'on a fait, c'est la partie facile, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que les conditions limites, c'est très facile à trouver, parce qu'en fait, les conditions limites, enfin les valeurs limites, la capa se comporte dans ce cas-là comme un circuit ouvert, dans ce cas-là comme un fil. Donc ces conditions-là, c'est très facile à trouver. D'accord ? Alors, l'unité du produit RC. Alors, comment on va faire ça ? Je sais pas, quelqu'un a une idée ? Bon, on va le faire ensemble. Moi, j'ai pas d'idée. On va voir si vous avez une idée. Bon, alors, je compte sur vous, hein, parce que j'ai pas envie de réfléchir là. Donc,
La dimension du produit RC. Comment on va partir? Allez, ouais. On part d'une relation qui les met en lien. Je suis d'accord, laquelle vous paraît bien? On va le faire séparément, d'accord? On va faire R et C tant qu'à faire. Alors il y a un truc qui me paraît pas mal, c'est de relier ça à de l'énergie, parce que si on a de l'énergie, on est sauvé après, parce que l'énergie c'est une longueur divisée par un temps, et ça c'est international. Alors comment on peut relier R à de l'énergie et C à de l'énergie? Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Donc on va utiliser que U et... Non, ça va servir à voir parce qu'on va avoir une tension. Une tension, c'est merdique. Donc je pense qu'on a intérêt à faire P égale RI2. Parce que ça va nous sauver. P égale RI2. Parce que l'ampère, c'est une unité du système international. D'accord? Alors la puissance, c'est quoi en dimension? Je vais le relier à quoi la puissance pour la dimension de l'unité internationale? On va passer par quoi? Ça, c'est pas dur par contre. Ouais, mais la puissance, c'est... Ouais, dis-moi comment on va continuer. Parce que là, pour l'instant, on a dit que la puissance, c'est RI carré. D'accord? Donc ça, je suis d'accord, c'est ce qu'on cherche. Donc du coup, il faut que j'exprime la puissance en unité internationale. Parce que ça, je l'ai d'un côté. Ce que je cherche, c'est R. D'accord? R, c'est ce que je cherche. I carré, je suis content, c'est le système international. L'ampère, il est dedans. Donc, je suis sauvé. Donc maintenant, de l'autre côté, il faut que j'exprime P en unité internationale. Et après, je suis sauvé. Ouais? Alors là, on n'entend rien. V fois I. Ouais, mais si vous faites P égale V fois I, vous avez un problème. C'est que I, c'est le système international, mais pas V. Et V, il est merdique en unité du système international. On l'a fait au début, non pas avec vous, mais on l'a fait avec un autre groupe. Il est très compliqué, V en système international. Donc c'est pas forcément la bonne idée. Il y en a une autre qui va être plus simple. C'est en Tout à fait, c'est en joules, mais les joules, c'est pas le système international non plus. Voilà, c'est la bonne formule celle-là. P, c'est un demi de mv carré. D'accord? P, un demi de mv carré, c'est une puissance. Donc ça, dimensionnellement, c'est quoi? C'est une longueur fois des mètres fois un temps moins 2. Oh, tu veux te effacer, toi? Donc ça, je suis content parce que tout ça, c'est des SI. Ça, c'est des SI. D'accord? Donc, je sais ce que la dimension d'une résistance. Ok? Donc, ça me donne qu'une longueur... Vous allez voir qu'à la fin, on va se planter, ça va pas marcher. Fois des temps moins 2 est égal à R. Et ça, le courant, c'est des ampères carrés. Donc ça, c'est cette partie-là. Attendez 2 secondes, je finis ça. Hop, et ça, c'est ça. Oui? La puissance, elle est égale à l'énergie sur le temps. Et l'énergie, ça peut être Ah oui, il faut diviser par un temps, c'est ça que vous me dites. Oui, il faut diviser par un temps, vous avez raison. Il faut diviser par un temps, sinon ça va pas marcher. Diviser par... C'est un T-3 qui va apparaître ici. T-3.
Bon, allez, on fait la dimension de R. Alors, les masses, j'en ai qu'une, donc c'est pas trop un problème. J'en ai qu'une. Les longueurs, j'en ai qu'une aussi, donc ça c'est bon. Le temps, j'en ai qu'un, qui est en T puissance moins 3. Et les ampères, j'en ai qu'un. Quand je le passe de l'autre côté, ça me fait des ampères puissance moins 2. Voilà, ça c'est la première chose pour la résistance. Mmh. Pourquoi la longueur, on ne met pas au carré aussi? Parce que c'est au carré, la vitesse. C'est une longueur. Attendez. J'ai une masse. Pourquoi c'est écrit comme ça déjà? À demi, le masse. Ouais, attendez, je suis paumé, il y a un truc où vous avez raison. Oui, attendez, c'est complètement faux mon calcul, vous avez tout à fait raison. On va reprendre celui-là parce que celui-là est complètement fou. Je sais pas pourquoi il fait ça comme ça, c'est n'importe quoi. Donc là, j'ai une masse, d'accord. Là, c'est des mètres, c'est une longueur fois un temps moins 2 au carré fois un temps moins 1. D'accord. Donc ça fait une masse fois une longueur au carré. Ça me fait un T-4, ça me fait un T-5. Donc ça me fait une longueur ici qui va être au carré. Et ici un T-5. Et là, normalement, on est bon. D'accord. Je trouve que ça a une tête bizarre quand même. Je m'attendais pas à voir ça. Vous avez tous suivi la démarche. S'il y a une faute, vous me le dites, hein, parce que je trouve qu'il est bizarre ce machin. Il a une tête qui m'épate. Ouais. Ah non, mais il y a 10 000 façons de faire. Hein. Il y a 10 000 Non, mais ce qui m'embête, c'est que je l'avais fait et je me rappelle pas d'avoir un truc aussi compliqué. Donc je suis bonheur qu'il y ait une... On va continuer, hein, parce que... Alors C, on va partir de quoi comme formule? Vous avez fait Q égale CV, quoi. Et V, vous avez pris quoi comme dimension? R, on sait que c'est U sur I, et C, c'est la charge sur V, et on sait que la charge, c'est l'intensité fois le temps. Ouais, c'est possible. Ouais. Et après, on multiplie les deux. Donc, Bah, on peut le faire comme ça, regardez. Bon, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble, ok? On va le faire comme vous dites. Donc on écrit que Q égale CV. C'est ça que vous voulez dire? Ok, on va écrire que C, c'est égal à Q sur V. Ah oui, vous n'avez pas cherché la dimension de V, vous. D'accord, vous avez réécrit autrement. Oui, parce que la dimension de V, c'est un peu merdique. Hein. Donc Q, c'est égal à des ampères fois un temps. D'accord, ok. Bah non, mais attendez, on va finir, j'ai compris, c'est bon, on va finir. Et V, vous écrivez que V c'est égal à RI, c'est ça? Donc c'est égal à R fois des ampères. C'est ça que vous me dites? Et en fait, R, on a trouvé sa dimension là tout à l'heure. Donc en fait, on n'avait même pas besoin de la calculer, je pense. Si. En fait, R, on n'avait pas besoin de la calculer tout à l'heure. Je pense que c'est ça l'astuce. Donc, vous avez que C,
Donc la dimension de C, c'est des ampères fois un temps divisé par la dimension de R Non, non, mais c'est U. Pardon, fois la dimension des ampères. Et la dimension de R, on s'en fiche en fait. Donc la dimension de RC, c'est la dimension de R fois la dimension de A fois la dimension de temps divisé par la dimension de A fois la dimension de R. Et vous trouvez bien que c'est un temps. Ce que vous avez fait, ce que vous avez dû faire plus ou moins, non? Hein? C'est ça. En fait, c'est plus rapide, vous avez raison, c'est ce qu'il y avait mieux à faire. Mais le T-5, En fait, ça, vous n'avez pas compris d'où ça vient. le T-5, oui, pourquoi c'est T-5? Hein, pourquoi il y a un témoin 5? Oui. Alors, le témoin 5, il vient d'où dans cette expression? Il vient du fait que vous avez... Vous voulez que je vous le refasse à côté pour que ce soit plus clair? Alors, le témoin 5, il vient que vous avez mv au carré, d'accord? Ok? M, c'est des kilogrammes. C'est une masse. V au carré, c'est quoi? C'est une longueur fois un T-2 au carré. Ben, c'est des mètres par seconde moins 2, une accélération. Ah non, excusez-moi. Ouais, non, vous avez raison. C'est moins 1 ici. Vous avez raison, c'est moins 1. C'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison. Il y a une erreur là. Vous avez démontré alors qu'on est La première était bonne. En fait, je déconne complètement sur ce truc parce que sa solution est la plus intelligente. Donc vous cassez pas trop la tête avec ce truc qui est barbare. Sa solution à lui est la meilleure. Parce que ça, si vous voulez, là j'étais parti sur un truc vachement compliqué qui était de tout remettre en SI. Et en fait, lui, il a remarqué que c'était pas la peine de tout remettre en SI parce que vous avez C qui est égal à Q sur V. D'accord? Et donc vous avez R qui est égal à V sur I. Et donc ça simplifie beaucoup plus vite pour arriver au temps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voulez que je vous fasse proprement sa méthode au fond qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide? Est-ce que vous voulez que je vous l'explique vite fait? Bah, dites-moi oui ou non, hein, mais... Oui. Alors,
Méthode intelligente après la méthode idiote du prof. On veut savoir la dimension de RC. En fait, on ne va pas calculer les deux. On va calculer C qui est égal à Q sur V. Vous êtes d'accord avec moi? On va partir de Q égale V sur V, C égale Q sur V. Parce que là, c'est facile. Et on ne va pas s'occuper de R pour l'instant. Q égale C sur V. Q, c'est un ampère, c'est des ampères fois un temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et Z, c'est une résistance fois des ampères. Vous êtes d'accord avec moi? U égale RI. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est bon? D'accord, ça vient simplement que c'est simplement un courant, ça c'est A fois I, hein, c'est le courant fois le temps, c'est simplement U égale RI. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que j'ai écrit là? Maintenant, ce que je fais tout bêtement, je simplifie là. D'accord? Et j'obtiens simplement que la dimension de C, c'est la dimension, c'est un temps, divisé par la dimension de R. Alors vous me direz, ça c'est pas en SI puisque j'ai la dimension de R dessous. En fait, je m'en fiche parce que là, je vais remultiplier par R. Donc ça me donne simplement que la dimension de RC, c'est la dimension de R fois la dimension de C. Ça, c'est la dimension de R. La dimension de C, on vient de la calculer, c'est la dimension d'un temps divisé par la dimension de R. Donc vous voyez que les R s'en vont. Vous obtenez directement que c'est un temps. D'accord? Et ça se fait en deux lignes. Parce que ce que j'avais fait moi, c'était partir dans l'idée... qu'est-ce que je fais comme bêtise? Ce que j'avais fait moi, c'était de partir dans l'idée, qui est juste, hein, je ne dis pas que mon idée était fausse, de tout mettre en unité du système international et de calculer ensuite la dimension du produit. Ce qui était juste mais compliqué. Alors que lui, ce qu'il a remarqué, c'est que si on calculait la dimension de C, on faisait apparaître au dénominateur une résistance. Et que donc, dans le produit RC, cette résistance au dénominateur, elle est simplifiée. Et que donc, on obtenait directement le résultat. Est-ce que tout le monde est convaincu? Vous avez l'air dubitatif au premier rang. C'est bon? Ouais, les petits signes de tête. Ah voilà, un signe de tête plus affirmatif, ça me plaît mieux. Vous, au fond, ouais, ça vous, c'est bon, ça. Voilà. Nickel. Bon, RC, c'est un temps. Mais je m'excuse, j'ai un peu merdé le transparent d'avant, donc c'est un peu de ma faute aussi. Hein. Donc ça, vous le reprenez chez vous, et puis je le mettrai, vous l'avez en ligne, hein, de toute façon. Donc... Tracer un graphique de UC en fonction du temps. Et l'évolution de UC/dt, ne pas faire de calcul. Alors, ça, on va le faire. On va regarder déjà des choses simples. On a les cas limites. D'accord. On a les cas limites. On sait que pour t égale 0, c'est 0. Puis on sait qu'à t très grand, ça va tendre vers E. D'accord, c'est un truc qui va se faire comme ça pour les t très grands. Donc la question, c'est comment ça évolue entre les deux. D'accord? Alors, ma foi, ça, vous le savez à peu près.
c'est pas linéaire, ça vous le savez. Et en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un système qui est avec un feedback, c'est-à-dire que plus ça se charge, plus c'est difficile de se faire charger. Donc c'est un truc la pente va diminuer de plus en plus parce que la pente représente la facilité de charger. C'est-à-dire que quand vous avez un système où l'électron d'après, c'est facile de le rentrer, vous avez une pente forte. Puis progressivement, c'est de plus en plus dur de rentrer l'électron d'après, et ça veut dire qu'il y a une pente faible. D'accord? Parce que la pente représente la facilité de rentrer l'électron d'après. Suivant. Donc en fait, la courbe, c'est un truc qui est comme ça. D'accord? Ça, vous pouvez voir que c'est une exponentielle de moins t sur tau. Alors la forme exacte, vous n'êtes pas censé le savoir, mais c'est ça. Et c'est là qu'apparaît mon fameux taux, où le taux, il représente ça. Alors, si vous voulez, mathématiquement, il représente il représente la largeur à 1 sur E. Alors, E, ça fait combien? Je ne sais plus combien fait E par cœur. Combien fait E par cœur, vous le savez, vous? Exponentielle de 1, je vais vous le dire, si j'arrive à voir. Il fait 2,71. Donc, c'est la coupure à 1 sur 2,71. Donc, 1 sur 2,71, ça fait je ne sais pas combien. Ouais. Donc, c'est la coupure à 0,3. Taux, normalement, c'est pris à 0,3. Pour moi, c'est à peu près la coupure à mi-hauteur. D'accord, 0,3, 0,5, on va dire que c'est pareil. C'est un ordre de grandeur, si vous voulez. D'accord. Donc, taux, ça représente cette largeur-là. Alors, idéalement, en fait, ça, vous êtes à 0,3 E. Si vous voulez la valeur exacte. Ce qui, évidemment, est con, parce que moi, j'ai eu plus que la moitié de la valeur. Donc, non, c'est fou. Je vais vous le mettre vraiment dans un truc juste. Comme ça, vous aurez... Le truc juste, c'est qu'il a 0,3, c'est-à-dire qu'il est en dessous de la moitié. Là, vous êtes taux qui est égal à RC. D'accord? Comportement typique d'une capacité qu'on est en train de charger. Alors, maintenant. La question suivante est finalement plus compliquée que ce qu'on pourrait croire. Donc, il vous demande, ce graphe-là, ça doit être immédiat. Donc, vous êtes dans un système où on va appliquer au truc un signal qui va avoir cette forme.
la phase de l'origine, on s'en fout un peu. Il est très moche mon signal là. Bon, c'est pas très grave. Voilà, ça c'est le signal que j'impose. Non, il est carré d'ailleurs ce signal. On va de t égale 0 à t égale 5 secondes. Ah oui, non, c'est pas une sinus qu'il vous faut. C'est un créneau. Ce qui, à mon avis, complique beaucoup les choses. Donc, il vous cherche la réponse à un créneau. Pourquoi pas. C'est un truc comme ça que je vous propose de faire. C'est un créneau dissymétrique. Vous avez vu les transformés de Fourier en maths? Non, toujours pas. Voilà, donc ils vous disent, moi j'excite mon système avec ça. Voilà. Patati patater. Et je cherche ce que vaut UC de T. D'accord? Alors je vous propose de regarder d'abord des cas limites. Les cas limites, alors la longueur c'est ça, hein, ce qu'ils vous disent la longueur T, ils vous disent qu'il y a une longueur T qui vaut ça. Alors ce que je vous propose déjà, c'est de regarder un cas limite simple, c'est-à-dire T très grand devant RC et T très petit devant RC. D'accord? Donc si vous regardez déjà ces deux cas-là, donc on va regarder T très grand devant RC et puis T très petit devant RC. Voilà. Vous commencez à réfléchir à ces deux cas-là. Si vous avez bien compris, ok. En fait, la chose importante, c'est que vous allez voir que il suffit de regarder les dessins. Je pense que même les gens qui n'y arrivent pas du tout, ils regardent le dessin et disent ah bah oui, en fait, c'est évident. Alors ça peut se calculer ce merdier, hein. Ça peut se calculer. Mais en fait, il vaut mieux faire le dessin parce que comme ça, vous connaissez la réponse sans faire le calcul, ça évite de dire des bêtises. Et en fait, souvent les gens qui font physique ou maths, qui savent faire le calcul, ils oublient de faire ça. Et des fois, ils vous sortent des conneries énormes. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'une capa, quand elle est chargée, c'est un fil ouvert, et quand elle est vide, c'est un fil continu. Alors, il y a beaucoup de gens qui, s'ils savaient ça, ils éviteraient de nous raconter des grosses bêtises. Voilà. Et quand vous faites ça, je vous promets que vous pouvez résoudre des tas de circuits et trouver des cas limites en 2 secondes avant de poser le moindre calcul. Et là, c'est pareil, hein, vous allez voir que ce qui prendrait une page de calcul, vous trouvez... Parce que ça, par contre, si vous voulez calculer proprement ça, vous en avez pour des lignes de calcul. Hein. Ça, c'est pas évident à trouver. Par contre, parce que ça fait parce que là, vous avez une équadif merdique à faire pour trouver les cas limites, c'est un peu casse-pied quand même. Vous allez voir qu'en regardant le truc, vous allez trouver tout ça tout seul. Alors, ce qui est important par contre, c'est de bien avoir les deux graphes en même temps l'un sur l'autre. Enfin, de pouvoir les comparer si vous voulez. Donc, il faut qu'on ait bien ce graphe-là et ce graphe-là. Ça, c'est très important. Ça, c'est UC. Et ça, c'est le temps. Voilà. Et GRC qui est là. Enfin, taux. On va l'appeler taux, c'est plus logique d'ailleurs. Voilà. Alors, le premier cas, on va prendre lequel? On va prendre le premier cas. On va prendre T taux qui est très grand devant RC. Donc, je vais prendre juste les deux premiers, hein, parce qu'après, on sait faire. Hein. Donc, le E, bon, ben lui, il fait ça.
Alors là, je vais mettre, comme t est très grand rho RC, je vais dire que dans le temps, t il est là. J'ai le droit de dire ça, hein, t il est là. Et il est très grand rho RC. Alors il n'est pas très grand rho RC sur mon dessin, on va supposer qu'il est très grand. Et ce qui va se passer, c'est que pendant que le temps oscille entre 0 et grand t, eh ben, mon UC, ben, il fait ça. Quand t change de sens, il fait ça, il fait ça. Alors, quand il monte, puis quand il est arrivé à t, ben, il attend. Il attend jusqu'à ce que le créneau change de signe, et il va redescendre. D'accord? Il va remonter, il attend, puis il va redescendre. Alors, la question, c'est combien de temps il reste en haut, mais ça dépend combien t est long. C'est-à-dire que si vous avez un t qui est très très grand, il arrive très vite au maximum, puis il attend. D'accord? Donc si t est très très grand, vous avez un signal à la fin qui ressemble un peu à ça. C'est-à-dire, il monte très vite, puis il attend, puis il va redescendre très vite, puis il attend, puis il remonte très vite, puis il attend. D'accord? C'est-à-dire que plus RC est grand devant taux, plus c'est vertical. D'accord? Parce que ce qui se passe, c'est que cette partie-là, la partie qui n'est pas verticale, c'est celle-là, et elle dure, essentiellement, elle dure quelque chose comme... en fait, elle dure 10 taux. Je peux vous le dire, hein, si vous faites le calcul, elle dure à peu près 10 taux. Ouais, même pas, 8 taux. Au bout de 8 taux, vous êtes quasiment dans une partie qui bouge plus. D'accord? Donc si votre RC il fait plus que 8 taux, alors, mettons qu'il fait plus que 80 taux pour être tranquille, s'il fait plus de 80 taux, il va rester pendant 99% du signal en haut. Donc vous êtes quasiment incapable de voir cette pente-là. D'accord? Puis s'il fait juste taux, ben, ça veut dire que quand il va arriver là, il aura juste fini de monter. D'accord? Donc vous aurez une belle courbe qui passe au milieu. Ok? Donc voilà, si vous êtes juste à taux, il va monter comme ça. Si vous êtes très 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 grand, il va monter verticalement. Okay. Donc alors on va le dessiner si vous voulez. Là vous avez un ça. Et quand vous avez t de l'ordre de taux, là vous êtes dans le cas où t grand t est de l'ordre de taux. C'est pour ça qu'il y avait quelqu'un au fond qui avait commencé par ce cas-là, et je lui disais c'est un cas un peu pathologique parce que vous êtes dans la limite où vraiment t est de l'ordre de taux dans ce cas-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un cas particulier qui est vraiment un cas où t est de l'ordre de taux. Il faut vraiment être dans ce cas-là. Est-ce que jusque-là vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Bon, ben maintenant on va regarder l'autre cas. Je vais le mettre là, l'autre cas, pour essayer que vous ayez tout sur une même feuille. Donc là, taux qui est très petit devant RC. Donc là, ce qui se passe, c'est que... Donc là, on a T ici. Hein. Le temps, il augmente. Alors, on dirait qu'il ne fait qu'augmenter, malheureusement. Temps. Mais comme T est très petit devant RC, lui, il monte. Et il a à peine le temps de commencer à monter, paf, on lui dit de faire demi-tour. D'accord? Donc il monte là, quand on lui dit de faire demi-tour. Donc en fait, il va explorer une toute petite partie de cette courbe au début. Et alors en fait, elle est tellement petite qu'on peut dire qu'elle est linéaire. Parce que évidemment, tout est linéaire au premier ordre. Donc là, on peut dire quasiment que c'est une partie linéaire. D'accord? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous aurez des tout petits triangles au départ. Qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? Non, là, il ne se passera rien au milieu, évidemment. Puisque quand vous restez à 0, ben, il ne se passe rien, là. Puis après, ça continue. Poum, poum, rien, poum, poum. Voilà. Okay, c'est pas bien fait, mais c'est des triangles, vous voyez. Donc ça, c'est des triangles.
D'accord? Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en gros, T très petit devant taux, vous avez des triangles comme ça qui sont très petits devant ça. Quand vous augmentez progressivement, vous arrivez à T de l'ordre de taux, vous avez ça. D'accord? Des belles trucs en parabole. Ce ne sont pas des paraboles, c'est des exponentielles. D'accord? Ces exponentielles, quand vous continuez à augmenter T, ben, elles commencent à se rapprocher comme ça, elles deviennent de plus en plus verticales. D'accord? Et quand T est très grand devant taux, elles sont très verticales, voire quasiment complètement verticales. Et à ce moment-là, vous avez quasiment des carrés. D'accord? Donc vous partez de ça. Ces triangles, ils poussent, ils deviennent ça. Et si vous continuez, ce truc-là se rabat sur le côté comme ça, et ça devient un carré. D'accord? C'est comme ça qu'évolue le système. Ok? Et ça se comprend très bien. Au début, il explore ça. Puis après, il va explorer en gros ça. Puis au bout d'un moment, il explore ça. Et quand il se met à explorer ça, en fait, le temps de montée devient quasiment invisible. Et en fait, il fait comme ça. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors j'aime bien cet exercice parce qu'il vous permet avec les mains de bien comprendre comment se charge et se décharge une kappa. Et vous voyez que ce comportement est quand même lié au fait que la kappa a ce comportement. Si elle était complètement linéaire, vous n'auriez pas ce comportement. Donc on fera ça en TP. Ok. Alors ça, c'est important parce que ça, dans la vie, on a ce genre de problème des fois. Et on va voir en particulier l'exercice G. Alors oui, le H, je vous dis tout de suite, je ne peux pas le faire parce que je ne sais pas me servir d'Excel. Donc, si vous voulez faire le H, il faut voir quelqu'un qui sait se servir d'Excel parce que je déteste Excel et je ne sais pas m'en servir. Moi, je sais me servir de cahier d'agrafes et puis... sinon, ça se programme en Python, hein, s'il y en a qui veulent faire du Python. Ah si, il y a quand même un truc que je voulais vous dire, c'est que ça c'est utilisé quand vous avez besoin, à des moments, de très fort courant, de façon transitoire. Par exemple, c'est ce qui peut être utilisé dans les bobines de champ pulsé ou des trucs comme ça. Vous chargez un condensateur très fort, et au moment où vous avez besoin de beaucoup de courant, vous le fermez et vous avez un pic de courant au départ. D'accord? C'est transitoire parce que ça diminue très vite, mais à un moment, vous avez un pic de courant. D'accord? Et c'est utilisé pour ça, quand on veut faire des décharges de courant. Alors, on va faire le G. Et qui vous redonne un problème sur la puissance dissipée. On va essayer de faire ça. Et puis après, vous aurez le droit de me laisser.